traiter un sujet de dissertation, il faut commencer par l'analyser correctement. Il faut distinguer dans un sujet ce qui va en constituer le thème et tout ce qui va être à côté du thème, les notions que j'ai appelées périphériques depuis le début de l'année. Le thème du sujet, c'est ce qui va vraiment être central. Il y a beaucoup de copies qui sont hors sujet, c'est-à-dire qui parlent de la question de la pensée de manière très très distante. Le thème du sujet, c'était la relation entre le langage et la pensée. Il fallait que toutes vos parties ne parlent que de ça. Quel est le rapport entre la pensée et le langage? Il y avait des à côté du sujet. Il y en avait deux. Premièrement, qu'est-ce que ça signifie que s'exprimer ou exprimer quelque chose? Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que ce verbe servir? À quoi cela correspond? À quelle idée cela renvoie? Donc, je vais commencer par expliquer ce que veut dire exprimer. Ensuite, ce que c'est que servir. Et je vais vous montrer comment on peut problématiser à partir de ces notions. Ensuite, on va creuser les notions de pensée et de langage. Qu'est-ce que c'est qu'exprimer? Premier point, exprimer, c'est faire sortir d'eux, littéralement. Donc c'est rendre public. Exprimer, c'est extérioriser. Exprimer, c'est rendre public. Ça, c'est le premier sens d'exprimer. Il faut noter tout ça. Deuxième point, exprimer quelque chose, pardon, c'est traduire ou retranscrire. Donc, deuxième point, exprimer, c'est traduire ou retranscrire. Et enfin, exprimer a le sens, c'est le sens le plus restreint et le plus fort du coup. Exprimer a le sens de révéler, dévoiler. Et en fait, il y avait une manière qui était très simple de problématiser à partir de la notion d'expression. D'un côté, exprimer ses pensées, c'est les extérioriser. En les rendant publics. C'est en prenant une distance à l'égard de nos pensées que nous en prenons conscience. Et c'est le langage qui permet ça. Alexandre. Par rapport à nos pensées, que nous en prenons conscience. C'est ce que permet le langage. C'est ce que va dire Hegel. Nous pensons dans les mots. C'est dans les mots que nous pensons. Okay. Mais d'un autre côté, on peut se demander si le langage transcrit ou retranscrit fidèlement nos pensées.
le langage ne déforme-t-il pas ce que nous pensons? Ça, c'est un problème. C'est-à-dire, c'est une vraie tension, quoi. Ok, je prends conscience de mes pensées en les rendant publiques, en les extériorisant. Mais justement, est-ce qu'en extériorisant mes pensées, il ne va pas y avoir un tel décalage entre les pensées telles qu'elles sont formulées dans le langage et la part subjective de mes pensées, qu'en réalité, l'extériorisation par le langage de la pensée va être une trahison de la pensée. C'est ce que va par exemple penser Bergson. Il y a un proverbe italien qui est celui qui traduit trahit. Tradutore traditore. C'est-à-dire celui qui va traduire quelque chose ne va pas pouvoir faire autrement que le trahir. Traduire une langue étrangère, c'est la trahir. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quelque chose que j'ai remarqué quand vous avez parlé du lapsus. Qui m'a parlé du lapsus? Voilà, du lapsus révélateur. On dit que le lapsus trahit ce qu'on pense vraiment. Mais qu'est-ce que ça veut dire trahir? Ça peut vouloir dire deux choses totalement différentes. Ça peut vouloir dire que ça révèle à notre insu ce que nous pensions vraiment. Et donc c'est la dimension de transcription du lapsus. J'ai des désirs que j'ai refoulés, j'ai des jalousies ou des frustrations que j'ai refoulées, et d'un seul coup, ça va sortir par le langage, de manière involontaire. Et on va dire, bah, ça trahit ma pensée, cela veut dire que, au fond, les mots vont permettre de révéler vraiment ce que l'on pense. Mais trahir, cela veut dire aussi déformer. On dit souvent que nos paroles ont dépassé nos pensées, qu'on s'est laissé emporter et que du coup on n'a pas vraiment dit ce que l'on pensait, on s'est retrouvé piégé par un mot malheureux. Et à ce moment-là, effectivement, on parle de trahison au sens où le langage, la parole va déformer la pensée. Voilà comment on pouvait problématiser à partir de la notion d'expression. Passons maintenant à la question de servir. C'est ça. Que signifie le verbe servir dans ce contexte? J'ai eu des copies étranges qui m'ont dit oui, on se sert à manger. Quel rapport? Quel rapport avec le sujet, quoi. C'est pas parce qu'on emploie servir dans différents contextes que tous les contextes sont pertinents. Qu'est-ce que c'est que servir ici? Bah, servir, ça renvoie clairement à la notion d'instrument, d'outil. Donc ce que présuppose le sujet, c'est que le langage est un outil. Qu'est-ce que c'est qu'un outil? Un outil, c'est un artefact. Donc c'est quelque chose qui est artificiel. C'est un artefact utile et efficace pour produire d'autres artefacts. Autrement dit, un outil, c'est quelque chose qu'on a créé pour créer autre chose. Qu'est-ce que ça porte comme idée? Trois idées. Premièrement, ça porte l'idée que le langage est artificiel et non naturel. Deuxièmement, ça porte l'idée que le langage est efficace, performant. Et troisièmement, ça porte l'idée que le langage est utile, qu'il a une dimension pratique. Et donc là, le problème est tout simple.
Le langage peut-il traduire efficacement, c'est-à-dire fidèlement, mes pensées? S'il a d'abord une utilité pratique. Autrement dit, s'il sert d'abord à l'action et non à la pensée. Il y a deux points qui m'ont interloqué. C'est que vous définissez quasiment jamais ce que c'est que la pensée et ce que c'est que le langage. Alors que bon, quoi. C'est quand même des notions qui sont centrales. Qu'est-ce que c'est que la pensée? Il y a plusieurs étages, et du coup, faire une bonne dissertation, ça va être distinguer les différents sens des notions que vous employez, et faire varier ces sens en fonction des parties que vous allez prendre. Vous allez commencer par prendre la pensée dans son sens le plus général, dans la première partie, et plus vous allez progresser dans votre réflexion, plus vous allez restreindre le concept de pensée, et plus vous allez dire, bah voilà ce que c'est véritablement que la pensée. Pareil pour le langage peut-être. Qu'est-ce que c'est que la pensée? De manière la plus générale possible, la plus vaste possible. La pensée, c'est ce qui se distingue de la matière brute, autrement dit, c'est la vie psychique, c'est la vie de l'esprit. En ce sens, tout être doué d'un rapport au monde, on va dire conscient, pense. Sensible et conscient, pense. Autrement dit, les animaux pensent dans ce sens-là. Si la pensée, c'est l'ensemble des activités psychiques, des phénomènes psychiques, les animaux pensent, indubitablement. Donc la sensation est une pensée. Les sentiments sont une pensée. Il y a plein de copies qui m'ont opposé la pensée et le sentiment, mais le sentiment, c'est une activité psychique. Donc c'est une pensée. Il y a un sens de la pensée qui est cognitif, c'est-à-dire qui est orienté vers la connaissance. Penser, c'est connaître. Et cela, seuls les êtres humains en sont capables. Donc la pensée serait à ce moment-là le propre de l'homme. Et qu'est-ce qu'on appelle pensée? Premièrement, la pensée, c'est la saisie d'une signification. C'est ce que les Grecs appellent la faculté du nous, N-O-U-S, l'intuition. Et c'est la suite dans notre esprit, l'enchaînement dans notre esprit de ces significations. Et c'est ce que les Grecs appellent la dianoia, D-I-A-N-O-I-A. Donc c'est à la fois les idées et l'enchaînement des idées, la pensée, pour l'être humain. C'est à la fois la nous et la dianoia. Nous, c'est l'intuition, c'est la faculté qui va nous faire saisir une idée. Et la dianoia, c'est l'enchaînement des idées dans notre esprit. Dianoia, D-I-A-N-O-I-A.
Et ça vous explique un truc que vous n'avez pas bien compris. Dans le texte de Hobbes dit que le langage, va permettre le passage du discours mental au discours verbal. Qu'est-ce que c'est que le discours mental? Oui. La nous, c'est la dianoïa, l'intuition plus l'entendement, le jugement, on dirait. Donc par exemple, un truc tout bête, hein, grâce au langage, je vais pouvoir savoir ce que c'est qu'une chaise, c'est-à-dire que je vais pouvoir donner la définition d'une chaise. Et puis dans mes pensées, si vous voulez, je vais dire bah, la chaise est dans la salle de classe. C'est-à-dire que je vais lier l'idée de chaise à l'idée de salle de classe. Et c'est ça la pensée, c'est la suite, c'est l'enchaînement de nos idées. Hobbes parle du discours mental. Qu'est-ce que c'est que le discours mental? Le discours mental, c'est la suite, l'enchaînement de nos idées. C'est aussi simple que ça. De nos idées, de nos sensations. C'est ça le discours. C'est pas du langage. C'est simplement la suite de nos idées. Lorsqu'on rêvasse, il y a des idées qui s'enchaînent dans notre esprit. C'est ça le discours mental. C'est ça la pensée. Donc voilà, on pouvait au moins distinguer ces deux sens de la pensée. J'en distinguerai un troisième quand j'approfondirai sur Hobbes. Alors, quelques remarques de détail qui vont me permettre des approfondissements. Je voudrais commencer par le truc le plus compliqué, le plus massif qui soit. Ah oui, encore une remarque de méthode, pardon. Il y a un défaut majeur de vos copies, c'est ce que j'appelle le syndrome de la liste de courses. À savoir que quand vous n'avez pas de problème, vous allez faire des listes. Votre plan va ressembler à une liste. C'est-à-dire, dans un premier temps, on verra que le langage sert à exprimer ses pensées. Et dans un deuxième temps, on verra qu'il sert aussi à ça. Et dans un troisième temps, on verra qu'il sert aussi à ça. Et donc, il ne va pas y avoir de lien logique, il ne va pas y avoir de rapport logique et nécessaire entre chacune de vos parties. Un truc simple. Quand entre chacune de vos parties, vous mettez après on verra, ou on va voir maintenant que, c'est qu'il n'y a pas de lien logique entre vos parties. Il faudrait que vos parties puissent s'enchaîner, qu'il y ait des vraies transitions entre vos parties, et donc on passe d'une question à une autre de manière naturelle. Alors, je voudrais aborder une question qui est, à mon avis, centrale, que vous avez remarqué, mais pas très très bien traitée. Il y a beaucoup de copies qui ont distingué, à juste titre, le langage de la langue. Vous avez distingué, et c'était parfaitement approprié, ce que c'est que le langage et ce que c'est que la langue. Qu'est-ce que c'est que le langage par rapport à la langue? Le langage, ça serait cette faculté universelle de signifier nos pensées grâce à des signes conventionnels. Donc le langage, ça serait cette faculté universelle et propre à l'homme qui permet de signifier nos pensées à l'aide de signes conventionnels. Hobbes dira marque, pour parler de ces signes. On parlera de marque. Et qu'est-ce que c'est que le langage? Le langage, pardon, qu'est-ce que c'est que la langue, pardon? Qu'est-ce que c'est que la langue par rapport au langage? La langue, ça serait de la particularisation culturelle de cette faculté universelle. Pour le dire plus simplement encore,
tous les êtres humains sont doués de langage, mais chaque culture a sa langue. Ouais, Alexandre. Bah, c'est pas tellement la question. Ça serait plutôt la question, ça serait plutôt de dire, bah, chaque culture a sa langue particulière, mais toutes les langues dépendent du langage au sens où toutes les langues vont être la manifestation du langage. Les langues vont manifester chacune à leur manière une faculté universelle qui est celle du langage. Euh, C'était ça le sens de la distinction le plus souvent. En gros, tous les êtres humains sont doués de langage, mais par exemple, vous m'avez parlé de la langue des signes. Vous m'avez parlé du français ou de l'anglais, etc., etc. Ok. Bah, c'est très bien de distinguer le langage et la langue, mais à quoi ça sert pour le sujet? En quoi la distinction entre langue et langage est-elle utile? Quand vous faites quelque chose, il faut que ce soit utile à votre réflexion. Et que permettait de penser la distinction et l'opposition, à mon avis, entre le langage et la langue? Soit on va dire que cette distinction n'est pas importante. C'est-à-dire que on va dire que toutes les langues pourraient être traduites dans un langage universel. Et donc cela veut dire qu'on a beau parler des langues différentes, on pense tous la même chose. Qu'il n'y a pas une pensée chinoise parce qu'il y a une langue chinoise. Que notre pensée n'est pas prisonnière de notre langue. Soit, et là ça va devenir beaucoup plus intéressant, on va se dire, penser dans une langue, ça a des conséquences sur la pensée. Autrement dit, l'utilisation d'une langue pour penser n'est pas neutre. La langue va informer la manière dont on pense et la manière dont on va se représenter le monde. Penser en chinois et penser en anglais, ça ne va pas être la même chose. On ne va pas pouvoir traduire fidèlement ces pensées, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir les exprimer fidèlement en les traduisant. Alors, je vais aller vite. Ceux qui pensent que la langue est au fond, la différence entre les langues est de peu d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on ait tous la même langage et la même raison. Vous avez un texte de Malebranche qui s'intitule, enfin qui est tiré de La recherche de la vérité. Malebranche, Malebranche, donc La recherche de la vérité, un texte qui date de 1674. Et Malebranche va dire la chose suivante. Je posterai ça sur Pronote. Je ferai un petit PDF avec tous les textes dont je parle. Je vois par exemple que 2 fois 2 font 4 et qu'il faut préférer son ami à son chien, et je suis certain qu'il n'y a point d'homme au monde qui ne le puisse voir aussi bien que moi. Or, je ne vois point ces vérités dans l'esprit des autres comme les autres ne les voient dans le mien. Il est donc nécessaire qu'il y ait une raison universelle qui m'éclaire et tout ce qu'il y a d'intelligence. Car si la raison que je consulte n'était pas la même qui répond aux Chinois, il est évident que je ne pourrais pas être aussi assuré que je le suis que les Chinois voient les mêmes vérités que je vois. Autrement dit, quel est le postulat de Malebranche? Que nous avons tous les êtres humains sont doués de la même faculté de raison, que cette faculté va être traduite en différentes langues, mais qu'au fond, ça n'a aucune importance. 2 plus 2 égale 4, en français, en chinois, en patagon, c'est la même chose. Et un chinois pourra parfaitement, enfin peut-être que pour le chien et le chinois, c'est peut-être pas une bonne idée, mais l'idée qu'il faille préférer son ami à son chien,
C'est une idée qu'un Chinois peut avoir, et c'est une idée qu'un Français peut avoir, et même qu'il doit avoir s'il fait usage de sa raison. Donc, ce que dit Malebranche, c'est très simple, c'est que les langues vont traduire de différentes manières, c'est-à-dire vont coder de différentes manières, une pensée qui est universelle. On pense tous de la même manière, même si on ne parle pas de la même manière. Et puis, vous avez des gens qui ont mauvais esprit, qui vont dire que penser dans une langue n'est pas neutre, que une langue, c'est une pensée. Et donc, on ne pense pas la même chose en anglais, en français, en chinois, en japonais. Parmi ceux-là, parmi ces auteurs qui ont mauvais esprit, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Quine, qui est un auteur américain d'origine allemande, ou autrichienne, mais bon, c'est quasiment pareil. Willard Quine, et c'est un texte qui s'intitule Relativité de l'ontologie. L'ontologie, je reviendrai là-dessus demain. L'ontologie, c'est le rapport, c'est la relation entre ce qui est le réel et la logie, donc le discours et la pensée. Donc l'ontologie, c'est la partie de la philosophie qui va examiner la relation entre le discours et la réalité. Eh bien, dans Relativité de l'ontologie, Quine va montrer que toute langue, en particulier tout groupe linguistique, va porter en elle une conception de la réalité. Toute langue va, en fait, faire de l'ontologie. Toute langue va porter en elle une conception qui lui est propre de la réalité. Et pour reprendre ce qui m'avait un peu énervé dans votre copie, quelque chose, cette expression que vous employez à tort et à travers, quelque chose en français et quelque chose en japonais, ce n'est précisément pas la même chose. Le japonais va comprendre, va concevoir la chose d'une manière que le français ne peut pas concevoir. C'est ce que va expliquer Quine dans un passage de la relativité de l'ontologie. Quine va montrer que, enfin, il va pas montrer, il va simplement dire que les Japonais ont deux manières de compter, une manière qui ressemble beaucoup à la manière européenne, et une manière qui leur est propre. Par exemple, pour dire 4 policiers, les Japonais peuvent dire 4 policiers, comme nous, mais ils peuvent aussi dire, et ils le disent plus souvent, 4 parties de la police. Pour dire 4 policiers, les Japonais auront tendance à dire, ce que, si on traduit fidèlement cela, ce que nous appellerions 4 parties de la police. 4 parties de la police, au lieu de dire 4 policiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les Japonais, la chose, c'est le groupe. La chose, c'est le groupe. La chose, c'est la police, et pas les policiers. Ce qui existe réellement pour les Japonais, et c'est la pensée japonaise est inscrite dans la langue japonaise, ce qui existe réellement pour les Japonais, c'est l'institution, c'est le groupe, c'est le collectif. Là où ce qui existe d'abord pour nous, dans les langues indo-européennes, en particulier en français, ce qui existe d'abord pour nous, ce sont les individus du groupe. Bah ça, d'une certaine manière, c'est fondamental parce que, si vous voulez, c'est comme si je disais, au lieu de dire un élève est entré dans la classe, je dirais la tête, le tronc, les bras
les jambes et les pieds de l'élève sont entrés dans la classe. C'est comme si je voyais, pour un japonais en fait, pour un japonais, c'est comme si je voyais des parties au lieu de voir un tout. Le japonais va dire ce qui existe vraiment, c'est le groupe. Et le français va dire ce qui existe vraiment, ce sont les parties du groupe. C'est comme ça qu'un japonais va penser. Est-ce que vous comprenez? Okay. Donc, ce que dit Quine dans son texte, c'est que toute langue porte une pensée du monde, et l'enjeu fondamental, d'après Quine, de toute langue, c'est de déterminer ce que c'est qu'une chose. Ce que c'est que ce qu'on appelait dans le temps un étant, ce qui existe. Ce qui existe pour un japonais, donc, c'est ce que nous appellerions le collectif. Et ce qui existe pour un français, c'est ce que nous appelons un individu. Deux conceptions du monde qui s'affrontent dans deux langues, enfin en tout cas, qui s'affrontent, qui se confrontent dans deux langues différentes. Est-ce que ça va? Alors, il y a un deuxième point qui n'a pas été très bien abordé, c'est la question de l'idéologie. L'idéologie, vous en avez parlé quand vous avez parlé de Barthes, par exemple, de la boulangère. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, de ce texte. La boulangère dit bonjour monsieur Barthes, comment ça va aujourd'hui? Barthes dit ça va, il fait beau. Et la boulangère répond oui, mais il fait trop chaud. Et Barthes va lui dire et la lumière est si belle. Et à ce moment-là, la conversation s'arrête de manière abrupte, avec une gêne à la clé. Et Barthes va dire c'est parce que ce que j'ai dit n'a même pas été entendu par la boulangère, parce que ça ne pouvait pas être compris. Ça ne pouvait pas être compris parce qu'on n'a pas eu la même éducation. On n'a pas eu la même éducation parce qu'on n'appartient pas à la même classe sociale. Et en fait, c'est ce que Marx et les marxistes après eux vont appeler l'idéologie. Qu'est-ce que c'est qu'une idéologie? Une idéologie, c'est une représentation inconsciente et souvent propre à une classe sociale de la réalité. Autrement dit, c'est une pensée qui ne se pense pas elle-même, qui va rester aveugle à elle-même. Je vais vous donner deux exemples. En France, dans le monde entier, il y a des pauvres. C'est pas du tout le même pauvre quand on dit que le pauvre est un exploité et quand on dit que le pauvre est un défavorisé. Autrement dit, à travers ces deux mots, le pauvre est un exploité, le pauvre est un défavorisé, il va y avoir deux idéologies qui vont s'affronter. Quand je dis que le pauvre est un exploité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un exploiteur. Et donc que le pauvre a des droits à faire valoir face à celui qui l'exploite. Quand on parle de pauvres comme des exploités, des pauvres comme des exploités, on va défendre la cause des pauvres, et en particulier, on va mener un combat pour l'égalité sociale. Et aujourd'hui, on ne dit plus que les pauvres sont des exploités, ça n'existe plus. Si vous voulez. Les pauvres, aujourd'hui, ils ont beaucoup de chance, ils sont défavorisés. Ou plutôt, ils n'ont pas beaucoup de chance. Défavorisés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pauvres n'ont pas eu de bol, mais que c'est de la faute de personne s'ils sont pauvres. Ils n'ont pas été favorisés. Ils sont défavorisés. Arrêtez de poser des questions, arrêtez de vous poser des questions pour savoir pourquoi ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Okay.
Ils sont simplement défavorisés. Ils n'ont pas eu de chance. Et c'est pas du tout la même pensée, du coup, qui s'exprime lorsqu'on parle de la pauvreté en termes d'exploitation, et quand on parle de la pauvreté en termes de, je ne sais pas moi, de discrimination ou de défaveur. C'est pas du tout la même pensée. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive plus à penser le sens des mots. On ne se rend pas compte qu'il y a de la pensée dans les mots, et c'est ça l'idéologie précisément. Alors, je vous recommande 2 bouquins, en tout cas d'aller regarder ce que ces 2 bouquins disent, vous pouvez regarder ça sur internet. Est-ce que vous avez eu comme prof au lycée Ingrid Riocreux? Madame Riocreux, ouais. Bah, elle a écrit un très bon livre sur la langue des médias. Donc, et ce qu'explique Madame Riocreux, c'est que on a l'impression que le langage du journaliste est absolument neutre, mais il ne l'est jamais. Le langage du journaliste est orienté idéologiquement, et il suffit de faire une analyse suffisante de la sémantique des termes employés par le journaliste lambda, hein, pas le journaliste, si vous voulez, de Mediapart, ou le journaliste de Valeurs Actuelles, le journaliste de France Info, c'est-à-dire le journaliste qui est censé être le plus neutre possible, le plus incolore possible politiquement. Et ben on va se rendre compte qu'en réalité, le langage trahit la pensée, au sens où il la révèle. Mais il y a aussi une trahison au sens où c'est une pensée qui ne va pas se penser, c'est-à-dire que le vrai idéologue, c'est celui qui pense ne pas faire d'idéologie. Et il y a aussi le bouquin d'un homme qui a eu le malheur d'être à la fois juif et allemand entre 1930 et 1945, qui s'appelle Victor Klemperer. Victor comme Victor, Klemperer, Klemperer. Klemperer, oui. C'est un homme politique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire consciemment de la politique. Mais le principe, en fait, une idéologie qui a réussi, c'est ça que je voulais dire. Une idéologie qui a réussi, c'est une idéologie qui est passée dans le langage courant, et on ne se rend pas compte à quel point elle va informer notre pensée du réel. Je poursuis demain.